il va prendre un rapport, on en a déjà eu tellement. Non, j'entends des choses que je n'entendrais pas si je prenais juste un rapport à la fin. Et voilà, on est aussi acteur de cela. Donc les conditions d'expression de nos concitoyens, elles suivent un processus. Et après, moi je pense que ces échanges qu'on a là de manière directe ont une vertu en soi. Et après, moi je n'ai pas la solution révélée. J'ai des convictions, je les ai portées devant les Françaises et les Français. Et je suis là devant vous. Il y a des choses qu'on doit améliorer, il y a des choses qu'on n'avait pas suffisamment vues. Si tout avait été parfaitement, qu'on avait tout bien fait, sincèrement, il n'y aurait pas cette crise. Et je parle pour nous tous collectivement depuis des décennies. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité dans ces moments-là. Mais je suis pour ma part convaincu que cette forme de maïeutique, cette délibération dans la société, elle a une vertu. Et donc, ça ne se clôturera pas de manière classique. C'est-à-dire qu'on apprend collectivement quelque chose d'une autre façon de faire la démocratie au XXIe siècle. Et je crois que c'est fécond. Donc voilà aussi, moi, ce que je découvre à travers les vertus de ce grand débat. Madame la maire de Gentilly, elle a disparu. Alors, elle a disparu parce que je lui aurais sinon dit que la sortie de ces quartiers des QPV, ça n'est pas la loi Elan, mais ça doit être la réforme de 2014 qui précédait, Madame la ministre, votre arrivée. Pour vous rassurer, mais vous allez, je crois, confirmer ce que je dis. C'était le rezonage s'est fait en 2014 et donc je voudrais dédouaner et Madame la ministre et Monsieur le ministre qui ont suivi cette réforme de la responsabilité, de ces choix. Sur la loi NOTRe, j'ai entendu les critiques, elles étaient claires, et donc ça fait partie des choses qui sont réouvertes au débat, et j'ai bien pris le cahier de doléances. Monsieur le maire de Torcy, vous êtes revenu sur ce que Monsieur le maire a dit au début, ce qui me permet peut-être de dire un mot sur ce point. On n'a pas bougé encore là-dessus suffisamment, mais c'est un sujet fondamental en particulier pour des villes comme les vôtres. On a en effet un sujet qui donne le sentiment que pour avoir un maire heureux, il faudrait imaginer Sisyphe heureux là où vous vivez. C'est qu'il y a peu de mobilité géographique et sociale, mais les 15 à 20% d'habitants qui sortent par le haut des quartiers, qui réussissent mieux, qui vont ailleurs et autres, on les remplace par 15 à 20% de manière systématique de personnes qui sont soit des primo-arrivants, soit des gens qui sont en dessous de la moyenne éducative, sociale, économique des mêmes quartiers. Et donc on reprend tout à zéro. Et donc c'est vrai que du coup, de fait on a fait un choix, je ne vais pas vous mentir, vous m'avez demandé, de fait on a fait des quartiers, des villes qui portent ces quartiers, des fabriques de la République en disant il y a des gens, vous arriverez à les faire sortir et ils vont essaimer ailleurs, les autres vous allez les garder et puis ceux qui sont en grande difficulté, on va vous en remettre. Et donc ce qui pour beaucoup d'habitants est désespérant, ce qui pour les élus peut donner le sentiment qu'on reprend toujours à zéro les choses, et ce qui donne le sentiment d'une vraie trahison de ce qu'est la promesse républicaine, c'est-à-dire que le progrès pour tout le monde n'est pas au rendez-vous. Ça, on ne peut le faire, très sincèrement, que de même que je disais qu'il faut peut-être parfois reprendre la main sur des politiques de construction de logements, ça veut dire qu'il faut changer les règles que nous avons aujourd'hui sur les politiques de placement de nos concitoyens ou des primo-arrivants qui sont les plus fragiles et qui sont aujourd'hui placés sur des contingents ou sur telle ou telle politique directive. Et c'est cette politique de peuplement que vous évoquez ou de population. Alors la confiance, vous avez raison, mais la confiance, elle s'arrêtera à un moment malgré tout qui va être la charge qu'on donne à telle ou telle commune. Elle vous permet d'avoir de l'attitude entre telle ou telle cage d'escalier, de moins flécher le logement, ce qui peut être une chose. Elle ne vous réglera pas le problème de la répartition plus juste. C'est un sujet qu'on doit traiter et qu'on doit vraiment gérer. Alors après, là où je pense qu'il faut qu'on soit cohérent, c'est qu'on doit enlever de la pression sur la région Île-de-France sur ce sujet. Ça commence à être fait depuis plusieurs mois. Vous le voyez peut-être, parce qu'aussi on a une pression qui est très forte. Et on a véritablement l'arrivée de beaucoup, en particulier de mineurs non accompagnés et de jeunes qui, par l'Espagne, viennent d'Afrique subsaharienne, maghrébine, et ce qui crée beaucoup de pression sur beaucoup de villes, ce qui est une difficulté, et qui viennent dans les villes qui sont déjà les plus en difficulté. Donc là, on a une répartition un peu différente qui commence à se faire. Mais ce qui est vrai, c'est que ça vient rajouter de la difficulté. Et moi, je souhaite qu'à l'issue du débat, on puisse avoir des propositions très pragmatiques sur ce point, qui passeront peut-être par plus de pouvoir laissé aux maires, peut-être aussi par des décisions d'une répartition plus égale sur le territoire, qui permet aussi de répartir
de répartir la charge, mais ce point est tout à fait juste. J'ai bien noté par ailleurs la classification de notre collège, et ça, c'est un des problèmes qu'on a quand on a des dispositifs discriminants au sens positif du terme dans les politiques publiques, c'est qu'on pénalise celui qui réussit dans le dispositif. Bien sûr. Et donc c'est pour ça aussi que je crois plus à l'accompagnement des personnes et de ce fait à la pluriannualité. La règle a été appliquée dans votre cas. Vous avez un collège, vous avez une communauté pédagogique qui doit être mobilisée, ça marche bien, ils ont des bons résultats. Et donc ce qui était mis comme moyen supplémentaire pour accompagner un collège qui était en difficulté, on dit il n'en a plus besoin, il est parmi les meilleurs. Mais compte n'étant pas tenu de l'environnement et de se dire c'est parce qu'il a ça qu'il a réussi à être à ce niveau. Donc ça c'est un point qu'on va regarder là aussi de près et je l'entends. Bien sûr, monsieur le maire. Oui, juste un petit point sur ce sujet qui est fondamental de ce que l'on doit réparer ensemble. Le carroyage, la classification en politique de la ville, la détermination des quartiers en politique de la ville et plus particulièrement la question de la réussite éducative et donc des zones prioritaires. Je ne sais pas si on peut essayer de nous trouver, on ne va pas le flageller en place publique, mais celui qui a inventé ça dans les textes, on a discuté d'ailleurs avec le ministre Blanquer lorsqu'il était à Courcouronnes l'été dernier, on ne classe pas une école en politique de la ville. On regarde où vont les enfants au collège. Je ne sais pas qui a été inventé ce machin, mais on fait le truc à l'envers. Donc nous, on a le cas, ici même, dans le quartier dans lequel nous sommes, les CP ne sont pas dédoublés, et la moitié des écoles ne sont plus en zone prioritaire, parce que leur collège de destination, c'est le collège Paul Faure, à 4 km d'ici, dans l'ancien quartier dit de Courcouronnes Centre, qui n'est pas considéré comme étant un problème. Et de facto, ça a déclenché un effet complètement inverse, qui fait que dans ce quartier, qui en a énormément besoin, on déclasse de la politique de la ville. Donc je ne sais pas qui a inventé ce machin à l'envers, mais alors pour le coup, s'il y a dans les trucs qu'on pourrait régler collectivement, ça me paraît essentiel. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Non mais ça, c'est un des points. Oui, je sais, on l'a évoqué avec le ministre en venant. Donc ça fait partie des sujets. Oui, pardon, j'ai cédé. Vous pouvez y aller. Sur le reste, j'ai évoqué monsieur Dufour. Je crois qu'il m'a ensuite. Oui, j'ai répondu sur les conseils citoyens et sur la coopération, je crois que c'est juste. Et sur la dématérialisation, c'est la réponse que je faisais aussi à monsieur. Là, vous avez parfaitement raison. Et donc, c'est un des dispositifs qu'on va corriger, qui a commencé avec le passeport numérique, mais qu'il faut réussir encore à étendre en remettant aussi dans quelques endroits et sur quelques actes du service physique. Madame le maire d'Aubervilliers. Le rapport, je crois, sera discuté demain au Parlement. Demain soir. Donc, ça arrive. Sur le logement, j'ai répondu. Sur le retard de la ligne 12, je viendrai voir. Mais moi, je crois au contrôle sur ces sujets. Je crois à l'évaluation. Je ne suis absolument pas juge sur ce point. Mais non, mais typiquement, je pense que les parlementaires pourraient se saisir d'une évaluation sur ce sujet. De regarder pourquoi il y a eu de tels décalages, le coût, qu'est-ce qu'il explique et autres. Il y a des éléments techniques, mais au-delà de ça, d'avoir une vraie commission qui regarde le coût, les reculs. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a des travaux qui sont faits avec l'administration, les préfets, mais vous appelez à la transparence. Moi, je suis pour la transparence. Et à cet égard, le Parlement a un rôle important à avoir sur ce sujet. Vous avez parfaitement raison. En tout cas, je ne peux que souscrire aux propos que vous avez eus par ailleurs sur cette soif d'égalité républicaine, Madame la maire, et je vous en remercie. Ensuite, c'était vous, monsieur le Secours populaire, sur les nouveaux précaires, au fond. Et vous avez eu raison de citer la transformation de la précarité, le fait qu'on a le sentiment que les choses s'aggravent systématiquement. Ce qui est vrai, c'est que on a aujourd'hui, pour reprendre les deux, alors les étudiants, la réponse, à mes yeux, elle se fait à travers plusieurs politiques. D'abord, de s'assurer que les étudiants sont bien orientés. C'est la clé. Parce que si un étudiant n'est pas bien orienté, c'est pour lui, pour sa famille, la certitude que l'argent sera mal dépensé, que les difficultés qu'il a à subir dureront encore plus. Et donc c'est pour ça que je crois très profondément, quand on regarde les choses d'ailleurs, la mauvaise orientation, elle est réservée aux classes les plus modestes et aux étudiants pauvres qu'on a aujourd'hui. C'est eux qui vont aller dans un cycle qu'ils ne finiront pas ou une année qu'ils ne termineront pas parce qu'ils ont souvent été mal orientés.
Donc, pour moi, le premier élément pour prévenir ce phénomène, c'est de s'assurer qu'on oriente mieux. Le deuxième élément, c'est le logement. Et donc là, c'est le plan qui est en train d'être développé. Il y a un engagement qui a été pris pour 60 000 logements étudiants. Il sera tenu. Le logement étudiant, c'est en particulier dans les zones métropolitaines où les jeunes ou moins jeunes doivent aller dans certains cursus universitaires, quelque chose de terrible. Et c'est un reste à charge énorme pour les familles et pour eux. La troisième chose, c'était les frais qui ont été fortement baissés en ce début d'année, puisque les étudiants ont eu la prime, mais la moyenne de la baisse, elle a été sous le contrôle des ministres de 130 € sur l'année ou quelque chose comme ça. 150, les chiffres vous sont donnés. Donc, on est tout à fait lucide sur ce point, il y a un mécanisme d'accompagnement, mais c'est vrai qu'on voit ce phénomène émerger depuis plusieurs années, vous avez parfaitement raison de le dénoncer. Ensuite, sur les travailleurs qui sont en situation de précarité, le vrai sujet, c'est que nous sommes devenus une société de statut. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans l'exclusion durable, c'était les publics de la pauvreté que vous évoquiez. Et puis à côté de ça, on a ceux qui sont fonctionnaires ou en CDI qui peuvent s'en sortir. Et puis on a progressivement s'est installé, selon les secteurs, selon les quartiers, selon les zones d'activité, eh bien, plusieurs millions de nos concitoyens qui travaillent, mais qui sont en CDD, en intérim, en temps partiel subi au niveau du SMIC. Et eux, la réalité, c'est qu'en effet, ils n'ont pas droit à l'accès au logement, ils n'ont pas droit à l'accès au crédit, ils n'ont pas droit à l'accès à une vie normale. Parce qu'on n'a pas changé les règles du reste de la société. Et donc, ça, c'est pas en un claquement de doigts qu'on le bouge. En faisant quoi? Du vrai dialogue de branches pour pérenniser la lutte contre la précarité dans ces branches-là. Ramener du CDD de l'intérim vers du CDI. Les réformes qui ont commencé à être portées, qui en quelque sorte dédramatisent le CDI pour les employeurs, viennent casser des représentations dans lesquelles on s'était installé, vont à cet égard dans le bon sens. Et on le voit dans certains secteurs, on recrée de l'emploi stable. Tout ce qui va, le système de bonus-malus, moi, auquel je crois beaucoup, c'est favoriser ceux qui, dans leurs entreprises ou leurs branches, vont davantage embaucher de jeunes ou de moins jeunes en CDI ou en contrat durable. C'est ensuite les mécanismes qu'on est en train de développer sur l'alternance, l'apprentissage, qui permettent d'aller vers ces emplois-là. Et après, c'est que nous soyons en situation, plusieurs partenaires sociaux ont commencé à proposer ça, de créer aussi des mécanismes de garantie collectif pour ces personnes qui sont en situation de grande précarité. Et donc là, il faut qu'on invente des mécanismes sur l'accès au crédit, au logement, à la voiture, qui aujourd'hui, quand vous êtes dans un grand groupe, généralement, c'est l'entreprise qui le paye. Quand vous avez un CDI, la banque vous accompagne. Et puis quand vous êtes dans ce no man's land de la société, vous êtes laissé pour compte. Et donc il faut qu'on ait là une mécanique qui vous permet de faire ce parcours et en tout cas de vous stabiliser davantage. Donc moi je souscris pleinement à ce que vous avez dit, mais là-dessus, c'est bien parce que les mailles s'élargissent, pour reprendre votre formule, qu'on a besoin d'avoir une réponse pour mieux prévenir justement l'émergence de ces nouvelles formes de précarité et essayer d'y répondre. Le FEAD, on se bat pour pas que, comme vous le savez, ça s'arrête. Je l'ai porté au niveau européen. Je sais l'engagement, et vous êtes plusieurs associations dans la salle, à porter cette volonté de continuer à avoir les aides européennes qui sont légitimes, et on continuera à le faire sur ce sujet. Ensuite, monsieur le maire de la Haye-les-Roses. Il est parti animer un débat, et il a, je crois, avoir répondu sur l'ANRU, qui était sa principale question, et sur le plan anti-ghetto, chiche. C'est le but, et c'est d'ailleurs ce sur quoi il y a eu aussi beaucoup de propositions. Le Conseil présidentiel des villes qui est ici présent et que je remercie pour son travail depuis un an, parce qu'il y a eu beaucoup de mesures, que ce soit les stages, que ce soit le redéploiement de l'ANRU ou autres, qui ont été poussés par le CPV, où il y a des élus, des associatifs et des gens très mobilisés qui sont allés dans ce sens. J'ai répondu au maire d'Allonnes sur les sujets d'emploi et de dédoublement, qui étaient liés à une autre question. J'ai répondu au maire de Bondy, du coup, sur l'initiative ATD Carmonde. Et au maire de Bondy. C'est qui? Non, j'ai déjà répondu au maire de Torcy. Sur ATD Carmonde et les maires bâtisseurs. C'est Brigitte qui m'a troublé. Pardon, madame la maire de Noisy. Mais vous m'avez interrogé sur, d'abord, ATD Carmonde et le déploiement des emplois, donc zéro chômeur, ça, j'ai dit qu'on prenait. Sur les maires bâtisseurs, j'ai répondu, j'ai essayé d'expliquer la philosophie de ce qu'on est en train de lancer et qu'on va continuer à porter, parce que ça ne s'arrête pas là. Et aujourd'hui,
on est au milieu du gué, donc il faut qu'on corrige sans doute des éléments, mais il faut aussi qu'on arrive à déployer beaucoup plus fortement de la construction dans toutes les zones tendues. Et donc, comme je le redis, il y a sans doute les meilleurs bâtisseurs, mais il faut aller au-delà. Il faut qu'on ait des opérations qui soient un peu plus d'aménagement et un peu plus larges. Et je ne vous lâcherai pas. Rassurez-vous. C'est pas mon tempérament. C'est pas mon tempérament. Ensuite, je vous ai répondu sur le coup de pouce. Donc ça, on va regarder, Madame le maire, qui était une très bonne suggestion. Sur SRU, je l'ai dit et j'ai évoqué les contrats de confiance. Monsieur le Président de l'Université, merci du bel exemple donné et de ce que vous avez évoqué à la fois sur la reconnaissance et la considération. Vous avez en creux évoqué la réforme en cours portée par le ministre de l'Enseignement supérieur et des Affaires étrangères. Je crois que cette réforme, il faut lui enlever du dogme et l'expliquer de manière très prosaïque. C'est donner la possibilité aux universités qui le veulent de faire payer des droits aux étudiants extracommunautaires, avec un plafond qui reste extraordinairement inférieur à celui qui existe dans d'autres grands pays d'accueil, comme le Canada ou d'autres. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce que, typiquement, ce sont des personnes qui sont prêtes à payer, quand elles vont étudier au Canada, dans d'autres pays européens, des montants nettement supérieurs à celui qui est au plafond. C'est même 10 fois plus quand je parle du Canada ou des États-Unis. Pour un montant, un niveau qu'on détermine et qui est encadré. À côté de ça, avec Campus France, on attribue des bourses. On attribue un accompagnement. On lance une dynamique avec les entreprises qui sont présentes dans ces pays d'origine pour accompagner. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête aussi de faire croire à tout le monde venant de la terre entière que l'enseignement supérieur n'a pas de coût. On paye le 10e du coût réel en faisant ça. Le 10e. Et on a cette politique. Moi, je crois beaucoup à l'attractivité de la France en tant que nation éducative et universitaire. Mais je vous dis très sincèrement, je ne peux pas regarder les établissements universitaires qui, aujourd'hui, là, durant le quinquennat, il y aura 50 000 élèves de plus par an à l'université. C'est la pression démographique du début des années 2000, c'est ce que vous avez vu dans vos communes. On redonne des moyens, mais les moyens sont limités parce que ce qu'on donne là, c'est les impôts qu'on prélève de l'autre. Et ce n'est pas populaire, les impôts. Mais je ne peux pas continuer à dire on va attirer des étudiants du monde entier, on ne va pas les faire payer. Rien. Que les plus méritants, avec une procédure de sélection, en les accompagnant avec des bourses, ce que nous faisons, on est parmi les nations qui donnent le plus de bourses, on les accompagne. Oui. Mais qu'on dise partout, de toute éternité, de tout temps, sans condition, ça n'a pas de coût, c'est irresponsable à l'égard du contribuable français. Et ça n'est pas une vraie politique d'attractivité universitaire. Et donc là-dessus, sincèrement, parfois, j'ai entendu des remarques, on m'a fait de la mauvaise politique. Pas vous, parce que vous avez été très sobre. Mais la vocation universaliste et d'attractivité de nos universités, c'est pas non plus de brader la qualité de celle-ci et de brader sa capacité à porter le fer de lance de l'excellence académique. Et encore une fois, moi je regarde ce qui se fait partout. Les plus attractifs sont parfois 5-10 fois plus chers que nous. Donc il faut là-dessus qu'on fasse aussi notre aggiornamento, et après il faut bien utiliser cet argent, le faire de manière proportionnée, accompagner, et s'assurer que des élèves méritants aussi... Non, mais moi je constate sur ce sujet qu'on a aussi trop peu développé les filières universitaires dans beaucoup de pays d'origine. Et on a commencé à le faire. Et il y a parfois aussi beaucoup de pays d'origine qui ne veulent pas le faire, parce qu'ils ont trop habitué leur jeunesse à dire « votre avenir universitaire, c'est d'aller en France », ce qui est irresponsable à tous égards. Développons plutôt de manière partenariale, dans beaucoup de ces pays d'origine, des cycles universitaires, premier, deuxième cycle déjà, pour qu'on puisse avoir... Ce qui est clé pour que la jeunesse s'installe, ce qui est clé pour qu'il y ait un véritable avenir. Moi, je ne suis pas heureux de voir beaucoup de pays, en particulier en Afrique, où la jeunesse, pour pouvoir faire des études supérieures, dès le premier cycle, doit quitter le pays. Ce n'est pas leur rendre service. Et je pense que ce n'est pas non plus un bon logiciel pour nous collectivement et pour le regard qu'on porte sur l'Afrique et que l'Afrique doit porter sur elle-même. J'ai été ensuite interrogé sur... C'était vous. Sur les portes de l'entreprise qui restent fermées. Bon, sur ce point, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur les stages en troisième, les stages d'apprentissage. Il y a un point qui, une fois qu'on a franchi tous ces obstacles, oui, quand on envoie le CV... On le sait bien, selon le prénom, il y a eu toutes les études faites dans tous les sens. Selon le quartier, le prénom, on a 2 à 3 fois moins de chances d'être pris en entretien d'embauche. Et ce qui est terrible, c'est que c'est une fabrique à désespoir, cette affaire, parce que tous ceux qui, dans une famille, ont réussi,
ont passé les études, tous ceux qui étaient les modèles au sein de la famille, à qui les parents disaient « fais comme lui pour réussir parce que tu verras, tu auras un emploi », il arrive à la fin, puis rien. Rien. Et parfois, on gagne mieux sa vie à faire des bêtises. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit casser avec les stages avant. Et en faisant quoi? Du contrôle. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé depuis plusieurs semaines une opération de testing. Elle rendra d'ailleurs ses conclusions en même temps que le débat entre mi et fin mars. Et on va la systématiser sur l'ensemble des entreprises du SBF 120, tous les plus grands employeurs de France. Et à côté de cette politique, ça c'est la répression, si je puis dire, c'est le bâton, on a mis la carotte, ce sont les emplois francs. Les emplois francs, c'est tous les jeunes qui viennent de ces quartiers, on l'aide, on l'avantage. Jeunes ou moins jeunes, quelle que soit la nature du contrat, sans condition. Et ça, il faut le dire, et pas uniquement dans des entreprises qui sont dans le quartier. Et donc ça, c'est la chose pour justement rouvrir ces portes et montrer qu'il y a une incitation, un accompagnement pour les jeunes ou moins jeunes des quartiers pour que la porte ne reste pas fermée. Mais ça, vous avez parfaitement raison sur ce point. Je ne saurais trop vous le dire. Sur les stages du collège, j'ai répondu également avec l'initiative sur les 30 000 qui a été faite. Et sur le reste, je crois que j'ai répondu. Sous votre contrôle, j'ai à peu près répondu aux questions, en même temps que j'ai pris note, évidemment, de toutes les suggestions et les autres, j'étais revenu. Continue. Merci, Monsieur le Président. On va prendre les questions désormais dans cette partie. J'ai promis la parole tout à l'heure à Madame, ici. Alors, allez-y, Madame. Alors, on ne change pas les règles. 2 minutes maximum. Plus on est discipliné, plus de personnes peuvent parler. Allez-y, Madame. Monsieur le Président, je m'appelle Fidèle Ngonkeng Matip. Je suis présidente des associations Toa Spirit, danse, culture pour les enfants et les ados. Présidente de l'association des habitants dans le quartier du Noyer-Renard, aide et soutien aux habitants des quartiers prioritaires, parce que dans la ville d'Athis-Mons, il y en a plusieurs. Et je ne travaille pas seulement dans la ville d'Athis-Mons, je travaille aussi à Savigny. J'ai vu le maire de Savigny tout à l'heure. Interlocuteur entre les bailleurs, animation de la ville, prévention et citoyenneté. Je suis la présidente du comité des anciens d'Athis-Mons pour les retraités. Animation, lutte contre l'isolement, soutien et aide. J'ai 3 questions à vous poser. Ma première question est sur le financement des associations dans les territoires. Les délais de versement des subventions aux associations se rallongent d'année en année, mettant en péril la mise en place des projets et des actions pour la population sur le terrain et dans nos quartiers. En partie dû au nouveau découpage des régions, pouvez-vous trouver une solution? Les décideurs à contacter et signatures à obtenir se multiplient. Et il faut faire le tour du département, de la région, pour ne plus dire les services, les sous-services, pour déposer un dossier en 5000 exemplaires de fois, parce que 1, 2, 3, 4, nous sommes des bénévoles, nous travaillons et on nous demande tout cela. En plus, on nous demande d'inscrire toutes les demandes de subvention dans des machines informatiques qui ne fonctionnent pas 2 fois. Et dans les délais, 48 heures, demain, il faudrait le faire. Donc, je crains que la prochaine simplification administrative qui nous obligera à prendre l'avion pour obtenir le timbre adapté. Les financements arrivent des mois après que les actions aient été faites. Soit elles sont abandonnées, soit les bénévoles doivent en plus payer pour pallier à la défaillance de l'État. Qu'allez-vous faire de concert et appliquer demain? Merci beaucoup, Madame. La parole est à Monsieur, qui est là juste fini. à l'extrémité. À 2 minutes 30. Non, vraiment, il faut que tout le monde se discipline. Je vais aller très vite, monsieur, s'il vous plaît. C'est pas pour Mais moi, il faut hein, absolument c'est pour que tout le je le monde. fasse. Le choix de la politique de la ville et leur cohérence. Quelques exemples. Le fait de supprimer les subventions en cours d'année sur un dispositif réussite éducative entraîne la suppression des suivis et des postes d'accompagnement. C'est une nouvelle approche de l'intérêt de l'enfant et de sa famille. Multiplication des forums d'emploi.
permet d'employer des personnes sur l'accès de l'emploi qui disent tous la même chose, mais avec des mots différents. À quand la création d'emplois et la réforme de la formation par le vrai professionnel? Les bénévoles sont gratuits, mais ne sont pas des pions à disposition. Je finis, s'il vous plaît. Le logement, c'est très important. Ah oui, c'est très important. Merci. C'est pour les autres personnes dans la salle. Donc, La nouvelle loi Elan a été votée le 24 novembre 2018 et la loi rectificative est du 21 janvier 2019. L'habitat indigne sera mieux traité et résolu surtout avec la possibilité de facturation du permis à louer. Qu'en est-il de l'entretien des collectifs par les bailleurs? Ascenseurs en panne, pas d'électricité dans les parties communes, panne de chauffage ou d'eau chaude à répétitive. L'utilisation de la TFPB permet à payer le fonctionnement à cause des critères inadaptés. À quand une vraie protection des habitants, des collectifs sociaux et non pas une aide au bénéfice des bailleurs? Je vous remercie. Merci infiniment. La parole est à monsieur à l'extrémité. Allez-y, monsieur, vous avez la parole pour 2 minutes. Guy Bélanger, président du SCA 2000 Évry, club omnisport de 2700 adhérents. Donc, monsieur le président, puisque je vois que vous êtes en tenue pour faire du sport, on va parler un peu sport. Le sport est un vecteur d'apprentissage de la vie sociale, de santé et d'épanouissement personnel. À ce titre, les actions destinées à favoriser le développement de la pratique sportive font partie intégrante des politiques de la ville. Ces actions ont pour objectif, en outre, d'offrir un accès égal et équitable aux équipements sportifs sur l'ensemble des territoires et pour l'ensemble des publics. Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi que la santé. La France qui organisera à Paris les Jeux Olympiques en 2024, ce qui est une très bonne chose pour les sportifs, malheureusement, nous nous apercevons que nos espérances ne sont pas à la hauteur. Le CNDS se trouve amputé, les emplois jeunes ou d'avenir sont supprimés, etc., etc. Et par ailleurs, nous constatons que le bénévolat se meurt car les associations sont devenues des PME à gérer. Il devient de plus en plus difficile de trouver ou de mobiliser de bonnes volontés qui, de plus, n'ont pas les compétences ou les formations nécessaires. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est effectivement le manque de bénévoles et l'on constate que la relève n'est pas assurée. Les raisons sont entre autres le manque de reconnaissance devant une telle charge et investissement personnel. Il faudrait un statut de protection individuelle face aux responsabilités et pourquoi pas un allègement fiscal du bénévole comme on le fait pour les syndicalistes avec la déclaration des cotisations aux syndicats et aussi aux partis politiques. Des choses ont déjà été faites comme la reconnaissance de la VAE. Sur le plan financier, il faut absolument plus de stabilité et un engagement durable par projet, car on ne peut pas s'inscrire dans le suivi au niveau financier quand on n'a pas au moins l'assurance financière sur le temps de la préparation, comme 4 ans pour le JO. Merci beaucoup. Attendez, vraiment, respecter la règle, c'est respecter les autres. Hein. Ma question, donc comme dans le sport. Voilà, exactement. Ne peut-on pas envisager une déduction fiscale pour les bénévoles, aller plus loin sur la prise en compte des responsabilités morales et financières pour l'engagement public, aller plus loin sur la professionnalisation du bénévole par des détachements professionnels, en somme, comme si on pouvait aller vers la condition accordée aux syndicalistes et aux élus. Merci et beaucoup. dernièrement, stopper la baisse des subventions. Ouais, merci beaucoup. Madame, allez, 2 minutes, vraiment je compte sur vous. 2 minutes. Bonjour, je suis Danielle Ridreau, présidente du Conseil citoyen d'Étampes et je travaille pour l'association Lumière Dessinée, qui est une association qui fait des ateliers à l'image, de l'éducation à l'image, donc des films avec les jeunes des quartiers prioritaires. Alors je vais vous dire quelque chose qui ne va pas ressembler à cette action que fait Lumière Dessinée. Par exemple, quand on est à la Croix de Vernaille ou à Guinette et qu'un jeune dit qu'il va au centre-ville, il dit qu'il va à Étampes.
Or, Guinette et la Croix de Vanna, c'est à Étampes. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne se sont pas donc étampois. Quand on lui demande est-ce qu'il est français, il dit non. Enfin, oui, si, je suis français, mais enfin non. Et en fait, il est né en France. Quelquefois, ses parents sont nés en France. Quelquefois, ses grands-parents sont nés en France. Et ils disent je suis marocain ou je suis autre chose, n'importe. Il y a vraiment des questions à se poser. La culture, et je sais que vous êtes sensible à cela puisque vous aviez dans votre jeunesse pensé à prendre ce chemin de la culture. La culture est très importante parce que derrière la création d'un film, quand on invente une histoire, il y a le respect des idées de chacun, parce que tout le monde donne son avis, il faut se respecter. Il y a l'égalité homme-femme, parce que dans les rôles, il faut bien des garçons et des filles. Il y a plein de choses qui font que le jeune devient un citoyen. Et croyez-moi, je suis totalement d'accord avec Fidèle, avec ce monsieur. Nous avons des subventions qui arrivent au mois de juillet. Moi, personnellement, j'avance quelquefois jusqu'à 6 000 € de ma poche, vous entendez bien, pour que je puisse faire les projets. Alors, quand je vous dis j'avance, c'est ma banque qui accepte et je paye les agios. Hein. Et quand je reçois les subventions, je me rembourse. Et oui, parce que je suis passionnée et que j'ai envie de faire les choses. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, parce qu'évidemment, ces subventions, c'est le conseil départemental, c'est l'État, etc. Je ne sais pas, mais aidez-nous. Et j'ai toujours rêvé d'écrire au président, et je me suis dit jamais il aurait ma lettre. Alors, je vous donne une lettre et quelques films que nous avons faits avec les jeunes d'Étampes. Des documentaires fiction, des longs métrages, des petits courts métrages. Voilà. Bravo et merci à vous. On part dans le fond, on laisse la parole à madame qui est là-bas et ensuite à monsieur qui est là. D'abord madame. Mais je sais bien madame, mais il n'y a pas de critères, et tout le monde est Bonsoir, en monsieur égalité. le Allez-y président. madame, pour 2 minutes. Bonsoir, Monsieur le Président. Je voulais me présenter. Je suis une maman de 5 enfants. J'ai eu la chance d'être un contrat aidé, si on peut appeler ça une chance, parce que malheureusement, j'arrive à ma dernière année et je me retrouvais sans rien, parce que je suis dans une réussite éducative qui est très active dans un quartier prioritaire. Et en même temps, je suis présidente du conseil du citoyen de ce quartier. La réussite éducative m'a ramené beaucoup parce que c'est vraiment, on travaille sur le terrain avec les enfants et avec l'accompagnement des mamans en difficulté et des familles en difficulté. Je travaille pour la parentalité. Donc je sais qu'il y aura des subventions des enveloppes de la réussite éducative qui vont diminuer et malheureusement, c'est moi le contrat aidé qui va payer un peu, parce que c'est tout à fait normal. Les autres, ils sont titulaires, mais pas moi. Donc, c'est ma dernière année. Et aussi, au niveau du conseil de citoyens, au nom de plein de conseils de citoyens, on a un réel problème au niveau des locaux. On n'a pas les locaux pour faire nos projets, parce qu'on a plein de projets, on monte des projets, on a des subventions. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'on a fait les choses à l'envers. Ça veut dire qu'on nous a donné de l'argent et après, on a essayé de nous former comme on a pu. Et après, moi, j'aurais voulu vraiment qu'on commence par le commencement. On nous forme, on nous donne des locaux et après, on nous donne des enveloppes pour faire les projets. Ça n'a pas été du tout le cas. Et on se trouve avec des difficultés, comme elle a dit madame, à avancer. Je vous donne chapeau parce que vous dites vous pouvez avancer 6 000. Moi, ce n'est pas mon cas parce qu'avec mon contrat aidé, je ne peux pas avancer 6 000 et j'ai 5 enfants derrière. Donc, je stagne, je recule. Mais c'est vrai qu'à la fin, il nous donne 1 mois pour clôturer et finir un projet que normalement, on doit faire pour une année. Et on n'est pas du tout visible sur le quartier, on n'a pas des locaux et on n'a pas les gens qui nous suivent et qui nous forment. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, vous avez fait 2 minutes, vous avez respecté la règle, je vous en suis infiniment reconnaissant pour l'éternité. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Levez-vous, s'il vous plaît, monsieur. D'un seul monsieur qui est derrière, voilà. Allez-y, excusez-moi, monsieur porte-vent. Allez-y, on vous amène un micro. Le micro arrive, monsieur. Et pour 2 minutes. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous saluer et de vous remercier et vous dire donner le bonjour. Je vous dis bien bonjour. Mesdames et messieurs, merci aussi. La question que je vais poser... Présentez-vous juste, monsieur. Tout le monde n'a pas le bonheur de vous connaître. Je m'appelle Badian Dembaï et je suis co-président habitant
du Conseil citoyen des pyramides, d'une part, et d'autre part, je suis président de l'association collective de parents 91 qui se tient aussi aux pyramides. Et cela fait déjà une vingtaine d'années que nous travaillons dans ce quartier. Monsieur le Président, la question que je vais vous poser, c'est que là, je vais prendre le contre-pied de tout le monde. On ne parle que des jeunes. Et les seniors, on n'en parle pas. Vous m'excuserez, mais j'ai la liberté de vous dire qu'au demeurant, nous sommes très actifs. Et nous sommes là, passez à nous de temps en temps. Remerciez les seniors. C'est grâce à eux que vous êtes là. Oui. Voilà. Donc la question que je vous pose, c'est que je m'étonne un peu. Là, l'employabilité des seniors. Je dis bien employabilité des seniors. Pas des seniors. Dès qu'ils sont pas âgés, ils ne travaillent plus, on s'occupe d'eux. On les ignore presque en totalité. Et cependant, c'est grâce à eux que le monde existe. La deuxième chose aussi, je vais penser aussi à la difficulté qu'ils ont. Par exemple, dans les quartiers difficiles comme les nôtres, il n'y a pas de sortie pour eux. Ils sont isolés. Tout à l'heure, quelqu'un a fait la remarque, l'allusion, mais c'est pire qu'un isolement. C'est de l'abandon total. Parce qu'il faudrait qu'on pense à eux. Comme tout à l'heure, les associations ont respecté parce qu'elles n'ont pas de subvention pour pouvoir les aider à sortir. Il faudrait penser là aussi, dans les associations, inclure une certaine somme pour que les seniors puissent sortir et travailler. Et troisième chose que j'ai demandé aussi, en ce qui concerne les transports. La deuxième région qui s'appelle la région parisienne a pensé à la gratuité des seniors au point de transport. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à la gratuité des seniors à partir des 65 ans? Ce serait intéressant, parce que nous avons beaucoup travaillé. Il faut des mesures qu'on les récompense. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Il faut conclure, monsieur. Ça y est, j'ai fini tout ce que je vais dire. Eh ben voilà, bravo. Merci beaucoup, monsieur. On laisse la parole au monsieur qui est derrière, et ensuite on ira prendre la dame qui est là-bas. Voilà, la dame qui est derrière. Allez-y, monsieur, en 2 minutes. Monsieur le Président, Nicolas Méhari, je suis le maire de Brétigny-sur-Orge, en Essonne. Dans une ville comme Brétigny, les habitants des quartiers en politique de la ville ont les mêmes problèmes que les autres. Ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, de logement, d'emploi, de transport, d'identification médicale, mais ils se posent avec un peu plus d'acuité que les autres. Ils ont aussi les mêmes espoirs, vivre bien, voir leurs enfants grandir, et c'est parfois un peu plus difficile pour eux, pour les autres, de les voir se réaliser. Vous l'avez rappelé, c'est absolument essentiel. Personne ne doit être assigné à résidence, tout le monde doit pouvoir éventuellement avoir la possibilité de penser à autre chose, de vivre ailleurs. Mais il faut donc notre responsabilité, c'est que ça se passe bien pour ceux qui restent, ceux qui vivent dans ces quartiers. Et un des sujets qui n'a pas encore été abordé, c'est la question du respect de nos règles de vie collective. Et c'est vrai dans la société française de manière générale. Et c'est peut-être un peu plus important qu'ailleurs dans les quartiers en politique de la ville. Récemment, une habitante me disait « Monsieur le maire, ça fait 25 ans que j'habite ici, dans un quartier en politique de la ville, mais aujourd'hui, c'est plus possible. » Et alors, la question, pourquoi? Parce que les problèmes de voisinage sont devenus de plus en plus importants. Les problèmes de non-respect, disent quand on fait la remarque, maintenant on se fait insulter. Les problèmes de trafic sont devenus compliqués. Et ce sont des problèmes qui existent pas seulement dans ces quartiers-là. Simplement, c'est devenu plus compliqué qu'ailleurs. Et on arrive au constat qu'on ne peut plus vivre là alors qu'on y vivait bien avant. Parce qu'on est très heureux pour plein d'autres raisons. Alors, ça pose évidemment la question de quels moyens les pouvoirs publics ont pour faire respecter ces règles. Ça passe par des questions de présence policière. Dans une ville comme Brétigny, il y a la question d'un commissariat de plein exercice, mais ce n'est pas que Brétigny le sujet. Ça pose la question du soutien à la mise en place de dispositifs de vidéoprotection. Ça passe aussi par des règles, par la facilitation des procédures, peut-être pour simplement faire respecter les règles qui existent. C'est-à-dire que quand des locataires ne suivent pas l'usage du logement, quand il y a des infractions avérées, peut-être pouvoir faciliter les ruptures de bail, parce que cela met une responsabilisation sur chacun. Ce n'est évidemment qu'un des aspects du sujet, mais cette question du respect de nos règles de vie collective, ça se pose dans toute la société française et aussi dans nos quartiers en politique de la ville. Merci, monsieur. Merci, monsieur le maire. J'ai promis la parole à madame qui est dans le fond. Madame derrière, s'il vous plaît. La dame qui était derrière, mais bon, c'est pas grave. C'est vous qui décidez, mesdames. La citoyenneté, c'est aussi la bonne entente. Derrière, pour le coup. C'est là ? 2 minutes, madame. Oui. Merci, monsieur le président, de nous donner la parole. Et je remercie aussi les organisateurs de cette rencontre citoyenne et participative.
Alors, je me présente, je suis Madame Diallo Magassa Abibata. Je suis adulte relais de l'association APAGF à Massy. Voilà, j'ai bien noté ce que vous venez de me dire tout à l'heure, c'est les emplois aidés, sur les emplois francs. Voilà, j'ai bien noté ce que vous avez dit, mais moi, je suis là pour défendre mon poste. Je suis adulte relais de l'association APAGF, donc nous sommes dans un quartier prioritaire. Je travaille sur le quartier Massy-Opéra, Bièvre-Poterne. Et je suis polyglotte. Je parle plusieurs langues. Je fais la médiation. Donc, en tant que médiatrice, en tant que, si vous voulez, adulte relais, avec nos collègues, nous servons d'interface entre les familles et les enseignants, interface entre les familles et les institutions, tout ce qui est mairie, préfecture et ainsi de suite. Alors, je suis étonnée que ce poste adulte relais soit supprimé, alors que nous réussissons où les travailleurs sociaux ont du mal. Parce que c'est de proximité. Nous sommes à proximité des habitants. Tout le temps, nous travaillons, on n'a pas d'heure, on ne compte pas nos jours, on ne compte pas nos semaines. Les week-ends, de toute façon, moi, je n'en ai pas. À chaque fois que je suis à la maison, on m'interpelle. Donc, je vis, c'est mon emploi. Donc, je suis là pour défendre ce poste. Alors, nous sommes dans la ville, sur le terrain. Nous tissons le lien de confiance avec les familles. Nous sommes là aussi pour favoriser le vivre ensemble pour une cohésion sociale dans notre ville. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, sur ce, merci de m'avoir écouté, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On repartira dans cette zone-là. Je vais juste laisser la parole à Madame le maire qui demande la parole depuis le début. Le micro arrive, vous inquiétez pas. Non, tout se passe bien. Allez-y, Madame, pour 2 minutes. Oui, merci. Monsieur le Président, Marilyn Pichery, maire de Savigny-le-Temple et vice-présidente à la politique de la ville de Grand Paris Sud. Alors, tout à l'heure, vous nous avez donné plusieurs exemples en nous disant que votre volonté était effectivement de réduire les inégalités républicaines. Il y a du travail, Monsieur le Président, parce qu'elles sont très existantes encore. En matière d'ANRU, par exemple, il y a plusieurs, et j'ai découvert en étant vice-présidente à la politique de la ville de Grand Paris Sud, les différents niveaux d'ANRU. Nous ne sommes pas les mêmes, nous ne sommes pas traités de la même façon quand on est en ANRU régional ou en ANRU national. Pas les mêmes moyens. Et en plus, les dossiers ANRU, c'est trop long. Tout un mandat pour monter le dossier. Et comment dire aux habitants de ces quartiers, vous verrez mieux demain dans 10 ans. C'est trop long. C'est trop long pour les enfants qui vivent dans ces quartiers. De plaisir en déception, c'est beaucoup trop long. Et surtout, ne parlons pas que de bâtis dans l'ANRU. Parlons aussi des gens, des personnes qui habitent dans ces quartiers. Ensuite, on parlait tout à l'heure de l'éducation. Vous parliez de ceux qui sont à la bordure d'un certain nombre de choses. Savigny-le-Temple, 30 350 habitants, 2 quartiers en QPV. Pas de classement en REP+. La raison, nous ne sommes pas dans le décret de 2001. Je me bats depuis plusieurs années, mais je ne suis pas dans le décret. Et pourtant, tous les signaux de ces quartiers nécessitent un classement en REP+. Le pire, Monsieur le Président, c'est que la semaine dernière, j'ai reçu une lettre de la direction académique m'apprenant la fermeture potentielle de 7 classes sur ma ville, plus 3 sûres. Et je n'ai pas de classe de CP dédoublée. Alors optimisons, gardons ces classes et dédoublons les CP à Savigny-le-Temple. Ensuite, quand on parle de l'école, on doit aussi parler de l'accès à la langue française. Nous sommes en train de mettre à GPS en place un service public d'accès à la langue française. Il faut nous aider, bien évidemment, sur ce sujet-là. Et quid de la mission aussi qui était menée par Thierry Lepan. Ensuite, nos villes. Nos villes, on parle ici de quartiers en politique de la ville. Et quand on parle de villes, on les compare toutes en fonction de leur strate de population. Par exemple, quand vous recevez la Chambre régionale des comptes, ils vous disent « Ah, mais vous n'avez pas suffisamment de marge d'autofinancement. Ah oui, mais en fait, vous n'êtes pas tout à fait dans les cases. » Mais on n'y sera jamais. On n'y sera jamais dans les cases, on le sait. Puisqu'on a 60% de notre population qui ne paie pas l'impôt, toute taxe confondue. La mobilité, vous le savez très bien. Nous avons dû nous battre de manière particulièrement citoyenne l'année dernière pour obtenir l'accessibilité à la gare de Savigny-le-Temple. Merci Stéphane Baudet au passage. Tout simplement parce que nous étions prévus avant pour avoir des travaux à partir de 2017, puis ensuite repoussés au calende grec.
Il faut conclure, madame. Et enfin, maintien des services publics. Ça, je voudrais le dire, monsieur Le Cornu, parce que c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Si vous voulez, monsieur le président, c'est un petit peu venez vivre notre vie de maire. Vous connaissez l'émission On vit ma vie. Alors moi, je vous propose de venir vivre la vie d'un maire de grande banlieue, avec les quartiers en politique de la ville en plus. Tout simplement parce que nous rénovons un ancien centre commercial qui a 40 ans. Vous disiez la Poste fait beaucoup, mais nous faisons beaucoup pour la Poste aussi. Parce que tout simplement, mais c'est vrai, tout simplement, si nous n'avions pas demandé à être propriétaires des locaux, et si nous n'avions pas aménagé la Poste pour 370 000 €, ce quartier, à la limite d'un quartier limitrophe de politique de la ville, où il y a des seniors, justement, monsieur, eh bien, il n'aurait plus de poste. Merci. Je trouve ça vraiment Merci, pas acceptable. Madame Alors, monsieur le maire. Président, il y a des vrais sujets à traiter au concret. Nous avons besoin de concret, de réponses concrètes. Sinon, le pacte républicain, il n'existera pas. Et nous serons les humiliés de la Merci République. beaucoup. On laisse le micro à votre collègue, maire délégué de la commune d'Évry et premier adjoint de la commune qui nous accueille. Allez-y, madame. d'Évry-Courcouronne. Évry-Courcouronne. Enfin, maire délégué de la commune d'Évry, commune associée. C'est ça, et première adjointe d'Évry-Courcouronne. Je connais mon CGCT. Depuis le 8 janvier, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Monsieur le Président, une incompréhension et une question. L'incompréhension, personne n'en a parlé, c'est la façon dont vous avez permis aux villes de revenir en arrière de la réforme des rythmes scolaires. Les 4 jours. Pour des villes comme les nôtres, c'était majeur. Quand les enfants vont bien, il n'y a pas de problème. On peut aller à l'école 2 jours, 3 jours, peu importe. Mais quand en quartier politique de la ville tel qu'on est nous, tout le monde sait que la semaine des 4 jours, c'est-à-dire pas les 5 matinées qui se succèdent, creuse les inégalités. Et là, c'est de votre responsabilité puisque vous avez permis et qu'évidemment, avec la somme des intérêts particuliers des enseignants, des parents, etc., eh bien, pratiquement plus de villes ne seront à 4 jours et demi au mois de septembre. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a perdu les dotations de l'État. Évry-Courcouronne, 800 000 € en moins pour faire les ateliers périscolaires sur les temps périscolaires. Tout le monde nous a demandé de continuer les ateliers, évidemment, sans les sous qui prend, dans ces cas-là, évidemment, la collectivité. Dans le même temps, la réussite éducative, je partage ce qui a été dit, ça a été beaucoup cité, la réussite éducative, et c'est très très bien. À Évry, on suit Évry-Courcouronne, 500, 600, 700 enfants, sur tous les sujets, y compris des sujets de médecine, pour lesquels ils n'auraient pas accès si on n'était pas là. Et là, la semaine dernière ou la semaine d'avant, le préfet nous a dit, la préfecture nous dit, eh bien, vous aviez 100% d'une certaine somme, vous allez faire 85. Cherchez les 15. Comment je fais, moi, pour choisir entre un atelier santé-ville, la réussite éducative, alternative suspension, où on s'occupe des enfants exclus des collèges, parce que sinon, personne ne s'en occupe et ils sont dans la rue. Et Monsieur le Président, l'incompréhension du réseau français des villes éducatrices, dont je fais partie, comme d'autres, je vois Orly et Clichy, c'est que dans le même temps, vous nous dites scolarisation obligatoire à 3 ans. Très bien. Ici, pratiquement tous les enfants sont scolarisés. On a des classes de TPS, des classes passerelles. Mais nous, au réseau des villes éducatrices, on a très vite vu que ça, c'était le cadeau aux écoles privées. C'est-à-dire que vous nous demandez aux villes, qui ont des écoles évidemment sous contrat dans leur commune, vous demandez aux villes 180 millions d'euros pour financer les fameuses écoles privées, je parle de l'âge maternel. Ça commence à être un peu technique, n'empêche que sur les 180 millions, l'État va compenser que de 40. Et voilà, et juste pour vous dire que l'école publique a tellement besoin que nous ne sommes absolument pas d'accord. Et donc, oui à la scolarisation à 3 ans, mais non au financement de l'école privée par ce biais. Merci beaucoup. On laisse la parole au maire de Viry-Châtillon, s'il vous plaît, qui la demande depuis le début du débat. 2 minutes, monsieur le maire. À peine 2 minutes. 2015, monsieur le président, fermeture de la CPAM. En 2016, c'est la fermeture du poste de police municipale. 2018, 31 décembre, fermeture de la trésorerie. Et puis vous avez parlé de la Poste avec des mots sympathiques, j'allais dire. Pour ma part, c'est fermeture d'un bureau de poste, mais en QPV. Donc quand on essaie d'expliquer aux gens que dans les années qui viennent, on va réussir à leur redonner confiance, je pense que c'est là un très mauvais signe justement qu'on leur donne. Le pire, c'est que là où on travaille, nous, dans un projet de MSAP, on nous annonce dans le même temps que les labellisations sont gelées. Donc, il va falloir qu'on nous explique ça également. Et puis, difficile aussi de ne pas oublier que l'hôpital de Juvisy est en grand danger, que la désertification médicale, c'est pas simplement elle n'est pas simplement rurale, elle est aussi dans nos banlieues. Moi, tous mes habitants passent
leur temps, lorsque nous avons des permanences en mairie ou au téléphone, à me demander si je connais enfin un médecin qui voudra bien les recevoir. Ne serait-ce que ça, j'aimerais bien que vous nous donniez des réponses. Merci à vous. En 1 minute, chapeau, monsieur le maire. On laisse la parole à la dame qui est derrière vous, qui la demande aussi depuis très longtemps. Oui, allez-y pour 2 minutes. Qui est maire d'Avon, commune de Seine-et-Marne, tout près de Fontainebleau. Alors, monsieur le président, déjà, merci beaucoup pour ce débat qui nous donne cette proximité avec vous. Fontainebleau et Avon forment une seule agglomération. Je vais revenir en fait sur ce qu'ont dit mes collègues, c'est-à-dire depuis le début de ce débat, c'est-à-dire avant tout pour moi dans les quartiers politiques de la ville, la nécessité de structures et d'équipements publics qui donnent aux gens de ces quartiers la certitude qu'ils sont comme les autres. Et j'ai bien aimé la formule qui avait été « ce ne sont pas des quartiers, ce sont la France ». Chez moi, les gens, ils ont besoin d'avoir des bus qui fonctionnent, d'avoir des trains qui fonctionnent pour aller travailler. Ils ont aussi beaucoup besoin de sécurité. La délinquance se gangrène vraiment ce quartier, le quartier politique de la ville que j'ai, de plus en plus. Ils attendent de la sécurité. Il y a un projet de commissariat qui doit être reconstruit sur notre agglomération. Je me bats depuis 4 ans pour que ça soit à proximité de ce quartier politique de la ville. Parce que du coup, je suis sûre que ça réglera énormément de problèmes. Et aujourd'hui, les familles qui quittent ce quartier, elles les quittent à cause de la sécurité. Vraiment. Donc, la réponse qui m'est donnée depuis 4 ans, j'ai le soutien pourtant de ma députée, Valérie Lacroute, qui est présente ici, c'est le gouvernement, votre gouvernement, enfin, ce n'est pas que le vôtre d'ailleurs, parce que ça fait 4 ans, l'État ne tranchera pas entre 2 maires. Comment voulez-vous que j'explique ça à des habitants? Comment voulez-vous que je dise l'État ne tranchera pas entre 2 projets, dont un est 1 million moins cher, celui d'Avon, et également nettement mieux adapté techniquement, une étude de votre ministère de l'Intérieur, que j'ai d'ailleurs apportée, pourra vous le démontrer. Voilà, Monsieur le Président. Je me permettais quand même de venir sur ce point et puis vous dire que vraiment les structures et l'équipement public, je pense que c'est aussi Merci, Madame le maire. clé. Donnez le micro à la dame qui est derrière vous, puis ensuite on fera Monsieur le maire qui est derrière. Ça, et on avance comme ça. Et je reviendrai par là, hein, je vous l'ai dit. Mais... Non, mais ça va bien se passer. Allez-y, madame, pour 2 minutes. 2 minutes. Monsieur le Président, merci de nous retrouver dans cette salle de la toute nouvelle ville d'Évry. d'Évry-Courcouronnes. Merci, monsieur Francis Choix. Alors, nous retrouver dans cette salle nous permet, comme a dit madame qui est en face de moi, c'est une proximité. Ça nous permet de nous retrouver entre institutionnels ou institutions et la société civile pour parler des questions de construction ou de correction pour le fonctionnement de la politique de la ville. Et donc, je suis Marie-Paul Bouillika, habitante des Pyramides, vice-présidente du Conseil des Pyramides et coordinatrice des actions de citoyenneté et de cohésion sociale de l'association 402. Donc la 402 GVA, c'est une association de défense des droits fondamentaux et des activités civiques. Nous puisons notre base sur les piliers de la politique de la ville en lien avec les contrats de ville en Essonne. Alors, ce soir, nous aimerons intervenir sur 3 questions. Les 3 questions, je vais pas prendre plus de 2 minutes. 3 questions. Premièrement, nous aimerions évoquer la question des contrats de ville. Alors, les contrats de ville, depuis la signature en 2015, nous sommes en 2019. Y a-t-il eu une évaluation? Alors, s'il y a eu une évaluation, le bilan qui a été fait a-t-il été public? Dans les prochains jours, nous aimerions bien que la société civile qui bénéficie des actions de ces contrats de ville participe au comité d'évaluation, de suivi et d'évaluation. Deuxième point, c'est la question de la jeunesse. Alors, la question de la jeunesse, il y a des choses que je ne reviendrai pas dessus parce que qu'on n'a pas le temps. Voilà. Ça a déjà été évoqué. Alors, en tant que coordinatrice des actions citoyennes et de cohésion sociale, ça vous va comme ça, monsieur? Voilà, et de cohésion sociale, nous travaillons
Nous travaillons avec les jeunes d'Evry et de Grigny, pas forcément d'autres villes aussi, mais principalement ceux qui sont nombreux dans le dispositif sont ceux de Grigny et d'Evry. Donc nous travaillons sur les questions de citoyenneté et de cohésion sociale en mettant l'accent sur l'intercommunalité. J'ai entendu parler des guerres de ghetto. Alors, les ghettos, comment est-ce qu'on pouvait casser ces ghettos? Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre au ghetto? Comment casser les ghettos? Alors, nous avons pensé à mettre les jeunes de différents territoires ensemble. Ceux d'Evry, des Pyramides, nous arrivons à les emmener à la Grande Borne les samedis quand toutes les structures sont fermées. Nous allons à la Grande Borne avec ceux d'Evry pour parler d'action, pour parler citoyenneté. Aujourd'hui, quand j'ai été convié à cette action, j'étais en action avec les jeunes d'Evry à Grigny. Ils m'ont demandé, quand vous irez à la concertation, enfin au grand débat ou au débat national, vous donnerez l'enveloppe à monsieur le président en disant ceci, que nous sommes prêts à nous mobiliser pour échanger avec lui sur notre engagement citoyen au service de la République. Monsieur le Président, je vous laisserai l'enveloppe. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. On remet l'enveloppe au président et vous pouvez laisser la parole au monsieur qui est derrière, qui est maire. Allez-y, monsieur, je laisse vous présenter. Merci, madame. Pour 2 minutes. Merci, madame. Merci, monsieur le président de la République, Éric Mellorn, maire de Savigny-sur-Orge. Monsieur le Président, je me permets de vous interpeller parce qu'il y a eu une remarque tout à l'heure faite par l'un de mes collègues, mais à moins que j'ai manqué d'attention, je n'ai pas entendu la réponse. Savigny fait partie de ces communes dites carencées. Nous avons aujourd'hui 16% de logements sociaux. Nous sommes une commune qui bénéficie de l'ANRU et d'ailleurs, monsieur le ministre du Logement m'a fait le plaisir de nous accompagner il y a une quinzaine de jours pour la signature. Cependant, on a tendance à penser que nous sommes un peu dans la double peine. Nous devons payer cette pénalité pour la loi SRU. Nous voulons revoir le visage de notre quartier difficile et d'ailleurs, nous prévoyons d'y investir quasiment 18 millions. Ma remarque sera simple. Pensez-vous à modifier cette loi SRU alors que les communes souhaitent faire des efforts pour augmenter leur nombre de logements sociaux et bénéficient en parallèle de l'ANRU? J'ai tenu 2 minutes. Largement. Merci, monsieur le maire. Madame, vous avez la parole. Allez-y, on avance. Allez-y, le micro arrive de l'autre côté. Pour 2 minutes, madame. Bonsoir, monsieur le président. Je suis madame Ossibi, membre du CNV. Et je suis aussi conseil citoyen à Rouen, quartier Gramont. Donc j'ai fait le trajet pour venir à Rouen pour assister au débat. Et en venant, je me disais, est-ce que ça va être un débat comme celui que j'ai eu à Rouen? Ben non. Là, c'est vraiment un vrai débat et bravo. Parce qu'à Rouen, on en a eu avec le député, mais impossible de parler, de poser de questions. On est arrivé, il y avait des questionnaires, il fallait répondre par oui ou non, et que c'était depuis le sommet. Donc, ce n'était pas vraiment un débat. Si, monsieur le président, vous pouvez faire... Si, monsieur le président, vous pouvez nous aider à faire suivre les choses du genre qu'à Rouen ou dans d'autres villes, qu'on ait des vrais débats comme ça serait bien. Ça fera ce que je ne vienne pas ici. Et j'ai laissé mon bébé de 4 mois à l'hôtel avec une amie qui s'en occupe parce que je voulais vraiment participer à ce débat. Et que j'espère qu'à Rouen, on aura un vrai débat. Parce que le citoyen, vous avez besoin de vous rapprocher du citoyen et de retrouver la confiance. Donc, je rejoins un des maires qui a dit il faut vous entourer des bons maires, des bons élus pour pouvoir bien avancer et que les choses aillent très bien. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Monsieur le maire d'Argenteuil, cher Georges, tu demandais la parole. Pour 2 minutes. Merci Georges Meutron, maire d'Argenteuil, 3e ville d'Île-de-France, et un tiers des 112 000 habitants en politique de la ville. Monsieur le Président, 800 emplois risquent de disparaître d'Argenteuil. 800 emplois risquent de disparaître d'Argenteuil. Je vous appelle au secours. L'entreprise Dassault Aviation envisage de quitter Argenteuil.
Comment pouvez-vous laisser tomber notre ville que vous avez vous-même qualifiée de territoire d'industrie, c'est-à-dire de territoire prioritaire pour l'emploi? Comment pouvez-vous abandonner ce territoire si enclin à la radicalisation? Comment pouvez-vous oublier qu'Argenteuil fut le berceau de l'aviation? Alors, Monsieur le Président, je suis venu vous demander votre aide. Je suis venu vous demander un rendez-vous pour sauver nos emplois. Je vous redis qu'à Argenteuil, nous avons toujours répondu présent à vos demandes, que ce soit pour la modernisation des services publics ou la lutte contre la radicalisation. Alors, s'il vous plaît, accordez-moi un rendez-vous. Merci d'avance, Monsieur le Président. Merci, Georges. Et on laisse la parole à monsieur derrière. Allez-y. Oui, bonjour, Monsieur le Président de la République. Ahmed Imzil du Conseil national des villes, ex-leader du réseau Droit de Cité, qui m'a apporté une bonne expertise dans les 4 coins de France, banlieue, ville et monde rural, qu'il ne faut pas opposer, monde rural et le monde de la banlieue. Juste, ça va être très rapide, j'ai énormément de choses à dire. Alors, la parole est libre, mais il y a une chose, un sujet que je n'aborderai pas ici, pour des raisons de sécurité personnelle, voilà. Donc il y a, et ce que je voulais dire par là aussi, heureusement que la politique de la ville existe, parce que sans la politique de la ville, je pense qu'on est tous d'accord ici, on ne sait pas comment les choses pourraient tourner. Aujourd'hui, juste assister sur une chose, c'est qu'au fait, il faut, par rapport au contexte actuel, il faut que nous soyons tous responsables. La politique de la ville existe depuis 40 ans. Vous n'êtes pas comptable de ce qui se passe aujourd'hui. Elle existe depuis 40 ans. QPV, c'est le critère de taux de pauvreté. Là, tout est résumé. Il faut être responsable, car demain, dans notre pays, on ne sait pas, avec la montée des extrêmes, des identitaires, on ne sait pas où peut aller le pays aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut une certaine responsabilité aujourd'hui. L'heure est grave, est très grave. Si on est tous réunis ici, c'est que le sujet le méritait. Et donc, voilà, juste s'appuyer sur les associations de proximité, qui sont vraiment des courroies de transmission, qui sont des digues républicaines, car la nature a la horreur du vide. Et derrière 1 euro investi dans une assoce de proximité, c'est énormément de travail derrière avec des bénévoles, etc. Merci beaucoup. Voilà, merci infiniment. Monsieur le maire, vous avez demandé la parole. Merci beaucoup. C'était Xavier. C'est pas grave. Allez-y. Tu l'auras tout à l'heure. Monsieur le Président, bonjour. Stéphane de Poli, maire d'une petite bourgade en Seine-Saint-Denis. Vous êtes venu 3 fois, dont la dernière fois était pour déclarer votre candidature. Voilà. Nous sommes dans la métropole du Grand Paris et comme d'autres métropoles, bientôt la ZFE, la zone à faible émission, va être mise et chaque maire va prendre sa responsabilité pour le mois de juillet pour faire un arrêté pour faire les critères, que les critères 5 minimum, 5 et plus, soient bannis de leur ville et de la métropole. Simplement, quand vous pensez que Bobigny est une ville de 52 000 habitants avec, et que je parle pas que de moi, mais de d'autres villes en Seine-Saint-Denis, et voire, comme je l'ai entendu, dans la métropole et voire en Île-de-France, ont des difficultés. Et nous sommes une ville de 52 000 habitants avec 73% de QPV, 62% de logements sociaux. Et bientôt, en 2022, nous aurons 73% de nos véhicules qui ne pourront plus rouler dans la métropole du Grand Paris, puisque les critères 3, 4 et 5 devront être bannis de la métropole. Donc je vous demande, je vous pose une question, savoir comment vont faire les Balbiniens et les Balbiniennes, et puis tous ceux qui sont dans la A86, puisque la ZFE, c'est surtout l'intérieur de la A86, pour acheter un véhicule pour une famille de, on va dire, un couple et 4 enfants, qui gagne 8 000 € ou 8 500 €, on va dire, par an,
pour pouvoir se payer une Zoé ou une autre, hein, n'importe. Voilà, on ne veut pas trop de pub. Mais alors qu'ils sont, 6 et dans un petit véhicule comme ça qui coûtera avec les primes, etc. Et encore, s'ils ont une voiture à mettre à la casse, 10 000 euros maximum. Je sais, j'ai compris. Voilà. Je fais vite. Enfin, il y a tellement de sujets à débattre que... Oui, mais voilà. Donc, mais je sais, voilà. Donc, voilà. Je vous annonce que nous faisons, alors nous sommes OK, parce qu'effectivement, il y a des malades et 5000 morts par an, mais comment fait-on quand on n'a pas d'argent, quand on est dans une banlieue pauvre, pour se payer un véhicule propre? Je vous pose la question, je pose la question à tout le monde. Donc, nous avons fait une pétition pour dire non à la ZFE. Voilà. Merci. Merci, monsieur le maire. On laisse la parole à notre maire, monsieur Lemoine. Vous avez la parole pour 2 minutes. Monsieur le Président, merci de cette initiative. Vous avez voulu, pour parler des quartiers et de la politique de la ville, être entouré de la société civile. C'est une très bonne chose, mais également, les élus sont majoritairement des maires. Et je crois que ce sont les maires qui, au quotidien, dans la connaissance très fine qu'ils ont de leur ville, sont les meilleurs acteurs. Or, dans le cadre de la métropole et de la constitution des territoires, on a brutalement confisqué aux maires un certain nombre de prérogatives. Si c'est les poubelles et l'assainissement, ça va, ce sont les syndicats techniques. Mais si c'est le développement économique, si c'est l'habitat, le logement, la politique de la ville, ça c'est beaucoup plus embêtant. Pour les territoires qui sont issus d'anciens EPCI et qui ont mis 20 ans avec en une bonne... Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, enfin Petite Couronne, les 3 départements de la Petite Couronne, c'est dans l'histoire et sur une vingtaine d'années qu'ils se sont constitués. Aujourd'hui, c'est extrêmement violent, extrêmement frustrant, et je pense que la réactivité et la proximité qu'ont les maires doit être absolument sauvegardée. Donc je suggère que l'on puisse trouver une souplesse dans les transferts de compétences qui sont intervenus dans la confection de la métropole. Deuxième sujet très rapide. Les milliards que l'ANRU a investis, c'est une très très belle chose, à une seule condition, c'est qu'on fasse attention aux services après-vente. Et la gestion urbaine et sociale de proximité nécessite des moyens. Autrement, dans 10 ans, nous aurons tous à recommencer, mais personne ne voudra recommencer parce que ça aurait été un fiasco collectif. Et la loi Elan a tout de même fragilisé un certain nombre de bailleurs qui sont en train de se rétracter en ce qui concerne les équipes de terrain en termes d'entretien et de proximité. Vrai sujet, je ne l'ouvre pas plus, les 2 minutes, ça passe vite. Troisième élément, et peut-être que je vais détonner dans l'Assemblée, je suis assez critique sur les conseils citoyens, sur le principe même. J'étais vice-président du Conseil national des villes lorsque ça a été en discussion. Je sais idéologiquement d'où cela vient. Et je pense que je n'ai pas moins ou pas plus de légitimité sur un quartier ou sur un autre. Ou alors tous les quartiers de ma ville ont tous des spécificités qui méritent une expertise des habitants. Et auquel cas, c'est vrai partout. Mais ce n'est pas vrai pour un type de quartier et pas un autre type. Et là aussi, je suis un peu en décalage. C'est juste pour ouvrir le débat et je me tais. Merci, monsieur le maire. Le président de la République souhaite faire un cycle de réponses. Oui, alors, bon, il y a plusieurs questions qui ont été posées, et je laisserai peut-être le ministre aussi dire quelques mots sur vos situations particulières, parce que je ne voulais pas laisser passer les propos que vous avez tenus où vous parlez de vous et de ce que vous faites au quotidien les unes, les autres, les uns, les autres. Bon, je crois que la réponse à ça, d'abord, je comprends qu'il y a une situation d'urgence qui sont les moins 15% et la régulation budgétaire. Donc ça, il faut qu'on trouve une solution. Mais on ne va pas se mettre à faire en ce moment l'inverse de ce qu'on voit